Bonjour à tous et bienvenue dans Drop Time. Aujourd'hui, je reçois Régis Prosper. Salut Régis. Salut Augustin. Je suis directeur de Planning Camera qui s'occupe du Steadicam en France en termes de C'est ça. formation, importation, vente, location de Stead. Voilà. On va parler un peu de ton parcours aussi parce que comment tu as découvert le Steadicam dans ta jeunesse? Alors dans ma jeunesse, oui, ça rappelle mon grand âge, je te remercie. Moi, l'histoire avec le Steadicam, elle démarre au milieu des années 90. Donc je suis pas à l'origine du Steadicam, je suis Ouais. pas si vieux que ça. Steadicam, ça démarre fin des années 70 Ouais. et la société à l'origine des premières importations en France s'appelait Bogart. Une société qui n'existe plus. Et donc moi, j'atterris dans ce milieu à travers mon papa, qui a une société qui s'appelait Vidéo International Équipement, et qui est une société qui faisait des studios de télévision, des studios radio, des centres émetteurs en Afrique francophone. Ok. Et une société qui était ancienne. Et à un moment donné, il travaillait avec plusieurs fournisseurs, dont Cartoni, la société Cartoni en Italie, qui fabrique les pieds de caméra. Et cette société lui a demandé s'il pouvait s'occuper de la distribution en France des équipements. Et comme il n'avait personne pour faire ça et que moi j'avais fait des études de commerce international, il m'a dit est-ce que tu veux prendre la direction commerciale France de la société et monter un business français. Donc en fait j'ai commencé dans le métier, je pense que ça devait être en 95 il me semble, en vendant des équipements professionnels audiovisuels en France, dont Cartoni. Et alors donc, le lien avec Steadicam, il est assez simple. En fait, Elisabetta Cartoni a été, je pense, avec Christian Betz, fait partie des 2 premières sociétés européennes à importer le Steadicam en Europe. Et donc, naturellement, comme on s'est très très bien entendu, elle m'a présenté Garrett. Je pense que c'était un salon à Las Vegas. On a 2 grands salons dans la profession. On en a un en avril à Las Vegas, qui s'appelle le NAB, et un à Amsterdam en septembre, qui s'appelle IBC. Donc Elisabetta, juste pour recontextualiser par rapport à la société Cartoni. Alors, la société Cartoni, c'est une vieille PME de l'industrie du cinéma mondial. Ouais. C'est une société qui a 90 ans et qui a été fondée par le grand-père d'Elisabetta. Ok. Ils fabriquent tout en Italie. Ils ont une usine à l'intérieur de Rome, Ouais. dans la ville. Et donc, Elisabetta, c'est la 3e génération de dirigeants de la famille, tout simplement. Donc, la société est dirigée par Elisabetta et sa petite sœur Béatrice. Ouais. Voilà, c'est un peu les incontournables du métier, des vieilles boîtes connues, comme tu dirais, je sais pas, Cook pour les optiques, ou Steadicam en l'occurrence. Ouais. Même si c'est beaucoup plus récent pour Steadicam. Et donc, Elisabetta était importatrice du matériel Steadicam pour l'Italie. Ok. Donc elle avait rencontré Garrett à ce moment-là, quoi. Oui, alors elle, en fait, elle a rencontré Garrett à la fin des années 70, quand il a commencé à présenter son matériel. Ouais. Il a fait une sorte de tour d'Europe, en fait, Ouais. pour montrer son matériel. Et il me semble qu'il avait fait des conférences à Cinecittà. Et ils se sont rencontrés comme ça, tout simplement. Ok. Et après, en fait, si tu veux, on est quand même dans un petit métier. Le métier du cinéma, c'est un métier artisanal et c'est quand même pas... Il n'y a pas beaucoup, au final, de sociétés. Donc tu fais un peu toujours les mêmes salons dans le monde entier. C'est un peu le paradoxe de notre métier. C'est un tout petit métier, mais c'est un métier mondial. Donc il y a des salons en Inde, il y a des salons en Chine, il y a des salons aux États-Unis, etc. Et donc les gens se rencontrent régulièrement, en fait. Donc forcément, tu as des amitiés qui se créent, tout simplement. Et donc moi, j'ai rencontré Garrett, il me semble que c'était à Las Vegas en 95. Qui m'a demandé de distribuer ses produits en France, tout simplement. Okay. Donc voilà, donc l'histoire avec le Steadicam, elle commence au milieu des années 90. Ok. Et par la suite, je pense que ça a dû durer 4-5 ans avec la société de mon papa. Moi, je suis parti faire autre chose. La société de mon papa a fait faillite, s'est arrêtée. Et Elisabetta Cartoni m'a rappelé en me disant qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Moi, j'ai besoin de quelqu'un pour le marché français. Est-ce que tu veux pas qu'on monte une boîte ensemble ? Elisabetta, ça fait un peu partie de ces gens qui sont un peu des mentors dans ta vie professionnelle. Donc, puis nous, on a pareil créé une relation d'amitié. C'est, comme elle dit, c'est la famille, c'est plus du business, mais bon, c'est vraiment ça, c'est vraiment des gens avec qui on a des relations très serrées. Et quand elle m'a dit, montons une boîte ensemble, j'ai dit, super, allez, allons-y, quoi. Ouais. Et donc, on a créé la société Cartoni France en 2003. Ok. Donc, 2003, et naturellement, évidemment, Garrett nous a demandé
continuer la distribution des produits. Et donc, ça a été comme ça jusqu'au rachat de Planning Caméra. En fait, j'étais distributeur exclusif, tout simplement. Ouais. Et pour le Steadicam, du coup, vu que c'est quand même une machine complexe, comment tu l'as découverte? Est-ce que tu en as discuté avec des opérateurs sur le moment? En fait, il y a plusieurs choses. Moi, si tu veux, j'ai un principe de base au niveau business, c'est que moi, j'ai toujours essayé d'être expert technique dans les choses que je vendais. C'est-à-dire que ça m'intéresse pas de vendre un truc qui m'intéresse pas, déjà. Donc, il y a un côté appétence du produit et la volonté aussi de comprendre ce qu'on vend et d'être capable de suivre techniquement les gens. En plus, encore une fois, on est dans un marché de niche. Ouais. Un opérateur Steadicam, c'est son matos, c'est son salaire. Donc, quand il a un problème technique et qu'il est sur un tournage et qu'il y a un truc qui pète, tu peux pas lui répondre, écoute, on va récupérer ta machine, on va la renvoyer aux États-Unis, à Los Angeles, et puis on verra bien ce qu'il nous raconte, quoi. C'est pas entendable, quoi, comme discours. Donc, tout de suite, il a fallu être capable d'intervenir sur l'équipement. Donc, c'est pour ça que j'avais demandé à Elisabetta de me former techniquement sur le Steadicam, puisqu'elle avait un technicien en interne qui répare des Steadicam depuis des dizaines d'années, et qui donc avait évidemment une expérience métier fabuleuse. Donc moi, j'ai décortiqué avec lui la machine, son fonctionnement, le démontage, de façon à être capable de comprendre en fait dans quel univers on était, et d'être capable aussi d'intervenir techniquement. Et du coup, tu avais des retours d'expérience de certains opérateurs Oui, alors le premier avec lequel ça a vraiment bien fonctionné et où on a tout de suite beaucoup échangé, c'était Valentin. Ouais. Alors, plusieurs raisons à cela. Enfin, tu connais un peu le personnage, il est forcément attachant. Il y avait un truc tout bête, c'est qu'on habitait pas loin l'un de l'autre, qu'on avait des enfants du même âge. Donc du coup, naturellement, en fait, c'est lié à une amitié, le fait qu'on se voyait en dehors du boulot. Et Valentin, la machine, il l'appréhende presque comme une expérience spirituelle, j'ai envie de dire. C'est un peu, puis il est marrant avec ça, quoi, dans son langage, dans sa façon d'aborder. Et c'était hyper enrichissant. Donc évidemment, j'ai rencontré son papa, Jacques, qui faisait partie des 3 premiers opérateurs français à la fin des années 70. Ouais. Donc voilà, en fait, je suis rentré petit à petit dans ce milieu. Et comme tu le sais, encore une fois, alors là, le Steadicam, pour le coup, on est vraiment dans la niche de la niche de la niche des métiers du cinéma. Donc ça reste un petit métier où je crois qu'il y a à peu près 150 opérateurs en France. Donc à un moment donné, quand tu te spécialises là-dedans, évidemment, tu commences à connaître les acteurs du métier. Ouais. Et tu as vu du coup une évolution sur le nombre de machines en France depuis le début des années 2000 Écoute, forcément, puisqu'au départ, ils étaient 3, donc 150. Mais en fait, c'est une évolution, j'ai envie de dire, assez logique. C'est-à-dire que c'est un outil qui a démarré plutôt par la fiction, qui s'est retrouvé assez vite en télévision. Après, ça s'est démocratisé aussi à travers le matériel. Alors, c'est plus trop vrai maintenant, mais il faut savoir qu'à l'époque, au début où j'ai commencé à faire le business de Steadicam, ce qu'on vendait principalement, ce n'était pas des machines à 50 000 euros. On vendait des petites machines. Il y avait le petit SK2, qui était un petit outil Instit plutôt bien foutu, plutôt assez pro. Il y avait le Zephyr, il y avait toutes ces machines-là, qui étaient des machines, on dirait aujourd'hui, à moins de 10 000 euros, quoi. Donc, entre 5 et 10 000 euros. Donc, il y avait déjà eu une démocratisation de l'outil vers l'institutionnel, principalement, vers les écoles de cinéma, tout un marché, en fait, beaucoup plus large que l'outil à 50 000 euros pour la fiction. D'autant plus que, tu le sais, le Steadicam, c'est pas une caméra, c'est-à-dire que c'est avant tout de la mécanique. Donc, c'est pas un outil qui se déprécie vraiment dans le temps. Tu as des opérateurs qui travaillent avec la même machine depuis 20 ans. Donc, on n'est pas sur un nombre exponentiel, on va dire, de machines lourdes, j'ai envie de dire. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y avait un très gros marché institutionnel jusque, on va dire, il y a une quinzaine d'années. Ce marché, il a plus ou moins disparu avec l'arrivée des nacelles Giro.
j'ai un souvenir assez précis de ça. C'était encore une fois au NAB à Las Vegas. Il y avait une marque américaine qui sortait la première nacelle gyro professionnelle qui s'appelle toujours, ils en font toujours, qui s'appelle le Movie. Ouais. Et ça avait été dingue. C'est-à-dire que sorti du salon, j'avais 20 appels par jour de gens qui me disaient le Steadicam est mort, c'est fini, c'est la révolution. On va tous perdre notre boulot. Enfin bon, c'était la panique totale, quoi. Et en fait, alors ça a été juste, mais ça a été juste sur les outils d'entrée de gamme, en fait. C'est-à-dire que ça a vraiment remplacé les machines qui prenaient des petites caméras entre 4 et 8-9 kilos, quoi. Par contre, ça n'a jamais remplacé l'outil sur les fictions, lourdes. Ouais. Plein de raisons, hein. Des raisons techniques d'encombrement, c'est-à-dire que le stead te permet d'embarquer à peu près n'importe quel type de setup, ce qui n'est pas possible avec une nacelle, évidemment. Ça, c'est la première raison. La deuxième, elle est plus artistique, c'est-à-dire que Garrett l'explique très bien d'ailleurs, tu ne peux pas faire un subjectif qui fonctionne avec une nacelle, parce que tu as un temps de retard à chaque fois. Et il y a un amortissement de fin de plan qui fait que tu es dans un film d'action, tu fais le subjectif, je sais pas moi, du commissaire qui cherche le méchant, le gars il fait ça avec sa tête, la caméra elle fait ça. Bah, si tu essayes de faire ça à la nacelle, ça marche pas. Ça va faire un zzz, il va y avoir un amorti, un truc, c'est pas naturel, c'est pas voilà. Puis tu as un contrôle moins grand aussi, vu que tu dépends des moteurs, d'un joystick, etc. Tout à fait. Donc, plus d'une électronique qui va te créer de la rampe, te créer un amorti, te créer un spouce, etc. Donc c'est un outil qui est concurrencé par d'autres outils, mais ça reste quand même très singulier. Est-ce que tu as quelques anecdotes d'opérateurs qui ont eu besoin en plein tournage, comme une galère, et puis qui t'ont appelé J'ai eu peur, j'ai cru que tu voulais des anecdotes croustillantes sur des tas de matériel de certains opérateurs. Non, on peut venir après, sans citer personne. On garde des secrets. Oui, bah, des fois, tu arrives dans des situations qui sont compliquées. J'ai eu une fois un coup de fil de Valentin, je sais plus, c'était hyper tard le soir. Il tournait un long dimanche de fiançailles, donc de Genêt, et je crois que c'était vers Poitiers. Il faisait une scène dans la tranchée, qui est une scène assez connue, où en fait, il passe en revue en fait les soldats qui mettent les baïonnettes sur le canon, et tu as cette espèce de travelling arrière au milieu de la tranchée, dans la boue, avec la pluie, enfin machin, etc. Et il passe au milieu comme ça. Et au départ, c'est un plan qui ne devait pas du tout être fait au stead, c'est un plan qui devait être fait en super techno. C'est une grue télescopique motorisée, en fait. Donc, ils avaient positionné des rails sur le côté de la tranchée. Donc, la grue elle-même est un travelling, si tu veux, plus le bras qui vient se mettre par l'arrière avec une caméra 3 axes. Voilà, donc, c'est un plan qui devait être fait tout simplement avec une tête 3 axes gyrostab via une grue. Et le problème, c'est que quand ils ont construit la tranchée, ils ont balancé tellement de flotte que les murs, enfin les rebords de tranchée se sont affaiblis, et avec le poids de la grue est tombée dans la tranchée. Et donc, plus de grue pour faire le plan. Mais il fallait sortir le plan, parce que c'est évidemment, tu as énormément de figurants, tu as tous les soldats, les acteurs, tout est en place. Voilà, c'est compliqué, c'est une grosse machine, tu peux pas dire, les gars, on va la refaire dans 3 jours. Enfin voilà, non. Et là, Valentin m'appelle et il me dit il faut que je le fasse au stead, mais je ne sais pas comment on fait. Déjà, je me prends la pluie dessus. Je ne peux pas avoir de gars au-dessus parce que c'est dans le champ. Je passe au milieu des gens. Je précède. Donc, je ne peux pas avoir un gars qui perche un drapeau pour éviter la pluie, etc. Mais j'ai ce problème-là. Et puis, on va voir mes pas, machin. C'est compliqué, etc. Et là, il s'avérait qu'à l'époque, j'avais un ami qui avait développé une sorte de porte-filtre, comme une petite matbox en fait, si tu veux, mais dans laquelle il y avait un disque, de verre. C'était un filtre Tiffen neutre qui était coupé dans la tranche pour être hyper fin. Et le système tournait à 50 Hz de façon, donc la rotation du fil faisait que l'eau évidemment qui tapait dedans était expulsée. Mais en plus, la fréquence de rotation faisait qu'on ne voyait pas l'impact de la pluie sur le verre.
Et c'était un truc assez chiadé parce que tu as aussi l'effet gyro lié à l'entraînement du disque. Et ça, c'était Ouais. compensé par une roue qui entraînait, qui faisait la masse du verre. Enfin bon, c'était un truc assez... Et ça existe encore, non, ce genre de... Alors, ça existe encore. Ce système-là, je crois qu'il a disparu. Ah ouais. Maintenant, ce qu'on utilise souvent, c'est des gros rain deflecteurs, c'est-à-dire c'est des espèces de grosses machines avec un grand disque Ouais. que tu mets excentré par rapport à la caméra, à l'axe de la caméra, et donc qui protège effectivement les éclaboussures. Ok. Mais bon, là, c'était vraiment un système ingénieux parce que ça faisait pas de bruit. Ouais. C'était léger, donc c'était adapté au Steadicam, mais sans effet gyro, donc ça perturbait pas. Donc en fait, j'avais envoyé ça sur le tournage dans la nuit, je crois, Ouais. pour qu'ils puissent retourner le matin. Et pour les pieds, il y a eu un espèce de setup un peu bizarre à base de raquettes de Jokari, enfin une espèce de truc hyper large pour qu'on voit pas les pieds. Enfin voilà, ce genre de truc où effectivement tu... Après, c'est rarissime qu'on ait ce genre de sujet Ouais. à traiter, il ne faut pas non plus exagérer, mais clairement, quand tu as un appel de Valentin à minuit, 1h du matin, bon, tu te dis, c'est pas pour, pas pour aller taper la bavette, quoi. Donc, Ouais. donc voilà, donc c'est ce genre de petites anecdotes qui sortent de l'ordinaire, on va dire. Ouais. Voilà. Et quand est venue du coup l'idée de développer la formation du STED? Alors en fait, le principe des workshops Ouais. a existé dès le début du Steadicam, en fait. Oui, C'est-à-dire que Gareth voulait mettre ça en place. il l'a fait tout de suite. Ouais. Donc les workshops à Philadelphie, je pense que, je sais pas, mais le premier c'est fin des années 70, c'est sûr. Ouais. Ça a démarré tout de suite parce que l'outil est tellement complexe. En fait, c'est un outil qui demande une compréhension technique, comment ça marche, comment je le règle, voilà. De la pratique et du physique. Et ces trois notions-là, ça fait pas un bon steadicammer. Ouais. Parce que ça reste avant tout un outil de cadrage. C'est-à-dire que nous, par exemple, sur les formations planning, on demande des CV. Les gens me disent, mais pourquoi tu demandes un CV ? Tout simplement parce que c'est pas intéressant pour nous de faire venir quelqu'un qui a entendu parler du Steadicam, qui trouve ça sympa, mais qui a jamais fait de cadre. Ouais. Tu vois, planning caméra, c'est pas la Fémis, quoi. Donc, on n'a pas les compétences, on n'a pas le temps, on n'est pas là pour apprendre aux gens à cadrer. La formation Steadicam, c'est vraiment un truc de spécialisation de cadrage, mais qui requiert beaucoup de compétences techniques, physiques, et ça peut s'appréhender qu'à travers une formation complète. Les workshops ont toujours existé, en fait, avec le Steadicam. Ça a toujours fait partie, en fait, de la philosophie et puis de la compréhension de la machine, en fait. Ouais. Donc on faisait des workshops internationaux avec Elisabetta. Ouais. J'ai toujours monté ça avec elle en Europe. On en a fait principalement en Italie. Je pense que le premier stage auquel j'ai participé, c'était d'ailleurs avec Valentin. Ça explique aussi un peu la relation particulière avec lui. C'était au lac de Trasimeno en Italie. Je pense que c'est 2000. Okay. Je pense que c'est 2000. Et après, on en a fait régulièrement en Italie. En 2005, j'avais organisé un énorme workshop à Paris. Il y avait, de mémoire, une trentaine d'opérateurs. Je crois 11 instructeurs. Enfin, c'était un barnum. L'orga, ça devait être quelque chose. C'était un truc de fou. Heureusement, on avait TSF en soutien logistique, donc pour les caméras, évidemment. Parce que tu avais combien de steads, là, du coup, une douzaine, je pense. Une douzaine de machines, donc c'était fou. TSF nous avait, à l'époque, ils géraient les studios d'Aubervilliers. Je crois que c'est plus le cas. Et on avait à disposition le plus grand studio qui doit être un 1200 ou un 1400. C'est un énorme studio. Plus, on avait des extérieurs. Mais c'était un truc dingue. On avait fait venir Gilles Conseil avec son quad. Il y avait de la grue. On a fait les premières formations de Segway, où il y avait eu un développement spécifique d'un Segway pour le Steadicam. Et donc voilà. Donc en fait, les stages, ça a toujours fait partie de l'univers du Steadicam. Et en fait, quand j'ai racheté Planning Camera, donc il y a un peu moins de 10 ans, la principale motivation, c'est que c'était une société qui faisait déjà des formations. Donc en fait, si tu veux, l'idée de racheter Planning, c'était de pouvoir faire ce que j'avais toujours voulu faire, mais que je n'avais pas eu le temps et pas la structure pour. C'est-à-dire que Cartoni France, c'était avant tout un organisme de représentation de marques étrangères en France, et on faisait principalement de la vente. Un peu de SAV, pas du tout de location, mais principalement de la vente.
Moi, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais vraiment faire une entité où on arrive à amener des solutions aux opérateurs Ouais. d'une façon globale, si tu veux. C'est-à-dire que c'est ça qui est compliqué avec notre métier, c'est que c'est un tout petit métier de niche, mais c'est un métier qui est archi complexe. Paradoxalement, il y a beaucoup de fournisseurs. Ouais. C'est-à-dire que, je sais pas, je vais te dire, il y a peut-être 300, même pas, peut-être 250 machines professionnelles Steadicam qui sont fabriquées dans le monde par an. Donc on parle d'un truc qui est ridicule. C'est ultra niche. C'est de l'ultra niche, mais tu as évidemment Steadicam, qui est devenu un nom générique en fait, qui est bien sûr une marque, mais qui est devenu avant tout un nom générique. Tu as Optical Support en Angleterre, tu as Andrea avec Smart System en Italie, tu as Harry en Allemagne, Betz. Il y a un autre aspect, c'est que Garrett avait breveté quasiment tout au départ, y compris les dimensions des armposts. Okay. C'est pour ça que tu as des armposts spécifiques à la marque Steadicam et que tout le reste des fabricants sont en 5/8e, par exemple. Ouais. Mais les brevets, ils ont une durée limitée dans le temps, en fait. Et puis, tous les brevets n'ont pas été déposés en même temps. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un brevet de départ qui est connu, tu vois les schémas dans tous les... Enfin, si tu t'intéresses au Steadicam, tu vois les premiers brevets déposés par Garrett. Et puis après, il en a déposé d'autres au fur et à mesure. Et ça a duré, ça dure jusqu'à aujourd'hui. Le Volt, évidemment, est breveté. J'imagine bien que c'est pas un truc qui est en technologie ouverte. Donc, tout ça, ça dure dans le temps un certain temps. Ouais. À un moment donné, les brevets tombent dans le domaine public, et donc les gens peuvent utiliser la techno et voilà. faire leur produit. Ouais. Exactement. Donc il y a beaucoup de marques qui ont démarré assez tôt. Pro aux États-Unis, qui est très connu, donc avec George Paddock. Tu as eu Betz en Allemagne. Tu retrouves, en fait, au fur et à mesure des évolutions des brevets, en fait, des marques qui sont apparues petit à petit dans le secteur. En fait. Il y a un truc qui s'est normé tout seul, c'est les interconnexions. Donc un socket block femelle, mâle, donc veste, bras, et un armpost. Ouais. Bah, tout le monde fabrique la même dimension. Encore une fois, en dehors du armpost. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, un opérateur, il fait ses courses. Ouais. Il veut une veste Smart avec un bras Pro et un sled Steadicam. Il peut. Tout ça, en fait, se mixe. Donc, c'est à la fois génial, mais ça veut dire que si toi, tu montes un business autour du Steadicam, en face de toi, les opérateurs, ils vont avoir pas une marque, pas un produit. Ils vont en avoir... tu as des dizaines et des dizaines de combinaisons possibles. Ouais. Alors, c'est là où ça devient un peu compliqué comme boulot. C'est-à-dire que nous, les opérateurs, en fait, c'est hyper rare qu'ils bossent avec une seule marque. Ouais. Ça commence à être un peu une problématique, si tu veux. C'est-à-dire que derrière, toi, en tant qu'opérateur, si tu n'as pas de structure, ça veut dire qu'il faut que tu gères le gars qui fabrique ta veste en Allemagne, le bras à Los Angeles, le sled à Londres si tu es en optical support. Donc évidemment que c'est très complexe. Et l'idée, en fait, de Planning Camera, c'est vraiment ça, c'est-à-dire une interface... faire l'interface avec les fournisseurs, avoir de la pièce détachée, évidemment, être capable de réparer n'importe quelle machine. Et du coup, j'ai envie de te dire, nous, peu importe au final le matériel que tu as, tu viens avec ton matériel et puis on se débrouille, on va trouver une solution, on va faire les réparations. Et la démarche est identique sur la vente, c'est pour ça que ça a du sens au final. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est super bizarre, c'est que je pense qu'on est les seuls au monde à faire ça. Dans tous les autres pays, tu vas avoir un importateur marque. Ouais. Et tu n'auras aucun spécialiste, en fait. Donc, c'est vrai que l'idée, lorsque j'ai racheté Planning il y a un peu moins de 10 ans, c'était vraiment ça. C'est-à-dire d'être capable de globaliser tout ça. Et du coup, la formation, comment tu l'as abordée ? Est-ce qu'il y a des choses que tu as changées ? Est-ce que tu avais une idée en tête de la formation Alors, il y avait déjà quelque chose d'original chez Planning qu'il n'y avait pas ailleurs, à ma connaissance. C'est que toutes les formations que tu trouves à l'étranger sur le Steadicam, c'est des formations de 6 jours, normalement. Okay. Vraiment, c'est ça. Et chez Planning, c'était déjà une formation de 2 semaines.
Et j'ai trouvé ça pas mal déjà, dans l'idée, parce que c'est vrai que... alors, si tu as déjà des connaissances, une semaine, c'est bien. Ouais. Mais si tu es cadreur et tu arrives Tu dans la découvres formation, tu découvres l'outil, totalement, ouais. il y a une double problématique. Il y a la problématique d'apprentissage de l'outil, Mm. ça c'est clair, mais il y a aussi la problématique physique. Ouais. C'est-à-dire que encaisser l'outil, c'est pas Ouais, ça instantané. demande Quoi. du Tu vois, temps. je veux dire, il faut une progression physique. Et, Ouais. et les 2 semaines, ça a beaucoup de sens. C'est-à-dire qu'on fait évoluer l'apprentissage technique de l'outil avec le physique qui monte progressivement, si tu veux. Ouais. C'est-à-dire que le premier jour, quand je reçois les stagiaires, qu'on fait vraiment... je règle ma veste comme ça, je fais mon équilibrage comme ça, moi statique, etc. Je règle mon bras, mon truc. Et on fait les premiers exercices. Je ne vais pas m'amuser à les mettre dans les escaliers pendant 3 minutes, tu vois, parce que les gars, le lendemain, ils vont rester chez eux. Tu vois. Ouais. Donc, on fait vraiment... On essaye d'avoir ce côté progression dans le temps du physique et de la technique. Et ça, c'est vrai que 2 semaines, c'est vachement bien. Alors, c'est marrant parce qu'on est les seuls à faire ça. Et pourtant, on a beaucoup de stagiaires qui nous disent « Ah, tu veux pas faire un truc 3 semaines ?» machin. Bon, après, à un moment donné, tu vois, c'est plus... Faut avoir le temps aussi de poser 3 semaines. Ouais, complètement. Donc, Ouais. bon, c'est sympa parce que ça veut dire que ça fonctionne et que ça leur a plu, tu vois. Ouais. Mais je trouve que 2 semaines, ça a du sens. Pour ça, c'est plutôt pas mal. Ouais. Oui, je pense aussi, à la fin des 2 semaines, tu sais déjà si tu as envie de faire ça ou non, si c'est pour toi ou non. Ouais, complètement. Parce que, moi, je me rappelle la première semaine, j'avais quand même souffert physiquement. Ouais. Un peu déprimé le premier week-end. Tu te dis, bon, Qu'est-ce que je fais là? parce que, est-ce que c'est vraiment. Je m'attendais pas à ça, quoi. Ouais. Et deuxième semaine, ton corps, il a commencé à s'habituer apprendre un des choses peu et aussi. tu commences à prendre un peu Ouais. du plaisir et tu commences à cadrer, en fait. Mais c'est vrai qu'au début, tu es plus là à À survivre. subir l'outil. À subir. C'est ça, c'est mode survival. Ouais, absolument. Mais d'autant plus que, je ne sais pas si tu l'as senti ça, mais souvent on me dit, ah ouais, est-ce qu'il faut que les mecs, ce soient des caisses monumentales pour porter? Parce que c'est vrai que c'est lourd. Ouais. Hein, le Yes It's Heavy, tu vois, c'est pas pour rien. Donc, tu prends Mathieu Caudroy, c'est pas lui faire des honneurs de dire que c'est pas un, tu vois, c'est pas un Golgoth, quoi. Nous, on a des filles qui sont hyper fortes en fin de stage, qui font 50 kilos pour 1m60. Donc, c'est pas une question de force, Ouais. mais c'est une question d'endurance Ouais. et de technique. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas apprivoisé le centre de gravité de l'outil par rapport à ton centre de gravité, tu es en baston. Tu es en souffrance physique. Et tant que ça, c'est pas dépassé, tu prends pas de plaisir. Donc, c'est ce que tu disais. Je termine la première semaine, j'ai un peu les boules, je sais pas trop ce que je fais là. Ouais. Et tu rentres pas effectivement aussi dans la partie artistique de l'outil, du cadre. Donc, il y a ce double apprentissage, en fait, qui fait que déjà les formations sont nécessaires, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas inné, quoi. Il y a plein d'analogies qui fonctionnent bien avec le STED, mais une que j'aime bien, c'est le violon. C'est-à-dire que en 2 semaines, on va t'apprendre grosso modo à faire du violon. Donc, on va dire, tu te positionnes comme ça, les doigts, c'est comme ça, l'archet, c'est comme ça, et puis si tu fais ça, ça fait un do, et puis etc. On te donne le contexte qui te permet après de progresser. Ouais. En fait, c'est ça le truc. C'est-à-dire que tu n'es pas un expert en Steadicam quand tu sors du stage. Ouais. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est un outil qui demande de l'apprentissage. Et la problématique, là, pour le coup, c'est comme le violon. Si je t'apprends à faire du violon et que tu n'as pas de violon, tu ne vas pas en faire grand-chose. Non, mais tu ne vas pas pouvoir t'entraîner, tu ne vas pas pouvoir jouer, tu vas pouvoir progresser. Alors, si tu en refais un an après, tu te rappelleras de quelques bases, mais tu ne vas pas en faire ton outil. Et c'est vrai que le STED, ça reste un outil propriétaire quelque part. C'est-à-dire que il faut que tu l'appropries, il faut que tu travailles avec régulièrement, il faut que tu progresses, il faut que tu fasses tes gammes. Encore une fois, il y a un côté vraiment instrument de musique. Et tout à l'heure, on parlait des conditions physiques du Steadicam, mais il y a du coup la posture qui est importante. Alors ça, c'est vraiment un truc que moi, j'ai pas compris tout de suite, en fait. Parce que, en fait, au départ, je faisais des formations Steadicam, puisque je faisais la marque Steadicam. Donc, qu'est-ce qu'on avait à dispo ? La veste Steadicam, qui est la veste ultra traditionnelle, si tu veux, et puis le matos Steadicam. Tu fais un stage qui est labellisé Steadicam, tu vas pas aller mettre le bras du copain, la veste du copain, etc. Donc, c'est pas un truc que j'ai compris au départ, en fait, ça. Et en fait, ça a commencé à m'interpeller quand Chris Fawcett est rentré dans un peu le cercle des Géo trouve tout du Steadicam, quand il était en train de concevoir justement ce qui allait devenir la Fawcett veste ou l'exoveste. Et lui avait une formation d'ostéo.
Et en fait, on a commencé à échanger sur le côté postural et c'est devenu une évidence sur les workshops. Quand j'ai repris Planning, le premier truc que j'ai fait, c'est d'acheter toutes les vestes du marché. Tu as la veste Andrea, tu as une veste chez Harry, tu as 2 vestes chez Steadicam, tu as la veste Pro, Mm. tu as la Walter Classen, tu as la Flociné. Donc tout ça, ça fait une multiplicité d'outils qui n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques. Mm. Alors là, c'est complètement dingue. C'est-à-dire que pour faire exactement la même chose, au final, Mm. si tu regardes ce qui existe sur le marché en termes de vestes, Mm. les conceptions, les matériaux, les appuis générés sont complètement différents d'un outil à l'autre. Ouais. Et alors là, ça commence à faire un peu mal à la tête. Tu te dis, mais alors, tout marche en fait. Mais Et- c'est vraiment, du coup, suivant le ressenti, enfin le physique de l'opérateur. Il y a des vestes qui vont pas aller à certaines personnes. Alors, ça, c'est un critère. Tu as des Ouais. vestes qui mécaniquement vont pas fonctionner. Ouais. Par exemple, sur les petits gabarits, des fois, on a eu des filles sur les stages qui font du 34. Mm. Bah, essayer de monter une veste américaine là-dessus, tu vois, les ricains, Ouais. ils font rien en dessous de 70 kilos, les gars. Hein, donc, c'est pas adapté, tout simplement. C'est-à-dire que tu vas fermer la veste, bah, et en fait, même Encore fermé du à jeu, fond, quoi. il y a Ouais. encore du jeu, ça marche pas. Mm. Donc, des fois, tu as cette contrainte-là, physique, tout Ouais. simplement. Et après, il y a le ressenti dans la veste. Et ton corps, en plus, va mettre un certain temps, en fait, à s'adapter à cet outil. Ouais. Et à donner un temps de réponse. Ce qui fait que moi, sur les stages, par exemple, je dis toujours aux stagiaires, les gars, ne me changez pas de veste tous les 2 heures, ça ne sert à rien en fait. Donc pour en revenir à l'aspect postural, ce que je te disais qu'on a avec Chris qui a vraiment amené ça dans le métier, qui n'était pas vraiment un truc qu'on abordait. Ouais. Nous, on l'a intégré assez vite au niveau des formations parce que tu te rends vite compte que les positions prises par les opérateurs peuvent être dangereuse. Ouais. Et ça fait partie des réglages, c'est-à-dire que tes réglages de socket block dans les 2 axes, bah, le but du jeu, c'est d'avoir une posture qui est convenable. Et du coup, de trouver un confort de travail qui te permette de progresser techniquement. Mais on s'est aussi rendu compte qu'il y a souvent des mauvaises habitudes qui se prennent dans le temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas compenser d'une certaine manière parce que tu as une douleur, tu as un truc, et tu vas prendre une posture qui va te mettre dans une position où tu vas moins ressentir cette douleur. On a mis ça en place la première fois avec Emeric, quand on Ouais. avait fait l'espèce de masterclass qui était très sympa d'ailleurs. Ouais. On a fait venir un ostéopathe. Alors, tous les opérateurs quasiment ont des ostéopathes, sauf que l'ostéopathe, il n'est pas avec toi quand tu bosses. Oui. Toi, tu vas le voir, tu n'as pas ta machine sur toi, tu n'es pas en train de faire des switches ou ce genre de choses. Donc, en fait, il te voit, mais il ne voit pas ce que tu fais. Et ça, c'est assez chouette parce que c'est hyper intéressant comme approche et c'est hyper efficace en fait. C'est-à-dire que le fait d'avoir l'ostéopathe sur place qui regarde, qui dit « ouais, mais alors comment tu as réglé ta veste ?» Moi, j'interviens pour faire des corrections de veste, des corrections de réglage ou dire éventuellement bah, « essaye cette veste-là pour voir ce que ça donne ». Et on constate, mais c'est stupéfiant, hein, immédiatement une posture qui se redresse ou une position qui est meilleure, etc. Et c'est assez génial. Donc, du coup, en fait, ça, par exemple, on l'intègre maintenant. Le premier jour des stages de perfectionnement, on fait ça. Ok. On fait que ça. Comment tu vois l'avenir du Steadicam Alors, dans les années à venir? bon, quand tu regardes technologiquement parlant, Ouais. ce qui est en train de s'imposer, c'est les aides électroniques qui facilitent la vie de l'opérateur. Donc, le Volt, qui est arrivé juste avant Covid et qui s'est évidemment démocratisé après. Le Volt 3 qui arrive là, maintenant, tout de suite. Et là, l'objectif, c'est de simplifier tout ce qui est complexe au STED. Alors, c'est assez marrant parce que ça crée tout de suite des polémiques. Donc ça, c'est classique. Et tu vas avoir des gens qui vont dire « Non, mais c'est bon. Quoi. Nous, on a mis 20 ans à être capable d'enquiller un whip-pan avec un switch dans des conditions complexes et de gérer le vent à l'extérieur. Et là, bim, c'est magique, le truc, tout ça marche d'un coup. » Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que les aides électroniques simplifient l'arrivée sur le marché des gens. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, on faisait un workshop. Tu venais à un workshop il y a 20 ans, tu faisais ton stage avec Garrett, machin, etc. Tu sortais de là, tu achetais une bécane, parce que sinon, tu ne pouvais pas t'entraîner. Et on disait, bon,
Va bosser pendant 2 ans dans ton garage ou trouve des potes pour faire des petits cours à droite à gauche. Et puis dans 2 ans, peut-être que tu pourras essayer d'en faire ton métier. Et j'ai l'habitude de dire que quand tu démarres un stage, tu es Ninja 0. Valentin, c'est Ninja 10. Tu sors du stage, tu es Ninja 3. Tu achètes un Volt, tu fais plus 2 sans rien foutre. Donc ça, c'est vrai. Mais ça n'enlève rien à tout le reste. C'est-à-dire que ça reste un outil de cadre. Si tu n'es pas un bon cadreur, tu as beau être le champion du monde technique du Steadicam et avoir toutes les aides de la planète, ton image, elle ne sera pas belle. Ouais. Parce que tu n'as pas le sens du cadre, parce que tu n'es pas avec ton acteur, parce que tu gères pas bien le décor. Enfin, ça reste un métier de cadreur avec toute la difficulté du métier de cadreur, sachant que ta caméra, par définition, elle se balade partout sur le set. Donc, non seulement il faut être un bon cadreur, mais il faut savoir gérer tout ça. Ouais. La gestion des acteurs. Savoir parler à un réal quand tu as une difficulté technique. Savoir parler poliment à un acteur pour lui dire tiens, ce serait sympa là si tu pouvais juste faire un petit déplacement quand tu es hors champ pour que je puisse passer, machin, etc. Tout ça, il y a toute une politique sur le plateau qui n'est pas liée à tout ça en fait. Ouais. C'est-à-dire que la technologie du STED, c'est un des éléments de réussite du STED. Donc ce qui est vrai, c'est que les technologies Volt simplifient énormément. Et donc l'avenir du STED, c'est évidemment le Volt 3, donc la possibilité, en gros, qu'est-ce que c'est que le Volt 3 ? Avant, on a géré l'aide de la bulle, du roll. Ouais. On avait une aide dans le tilt, qui peut être intéressante, notamment dans la course ou le hardman. On n'a pas développé tout ça, mais le Volt 3, en fait, te donne plus de contrôle dans tous les axes et te permettent notamment de verrouiller le sled de façon à enlever les problèmes que te crée la technologie du Volt. Alors, on va prendre 2 minutes là-dessus, peut-être, c'est un peu compliqué. En gros, le Volt, tu as un câble qui tourne autour du sled, tu le sais, puisque tu en as un. Et ce câble, c'est ton allié, puisqu'il alimente le Volt, mais c'est aussi ton ennemi, parce qu'il a une sorte de micro-effet ressort qui va perturber ton cadre quand tu vas faire notamment des mouvements lents, avec des focales serrées. Et toi, tu vas commencer à tourner doucement en focale, et puis tu sens que le truc, il ne va pas exactement où tu as envie. Alors que tu es aidé, donc tu devrais avoir cette liberté totale de cadre, et tu la perds un tout petit peu de façon très subtile. Notre Guillaume international, c'était son principal, à juste titre, objection au Volt. On va dire, mais ça ne fait pas ce que j'ai envie de faire. Ouais. Et il a un peu raison, le bougre. Donc, le Volt 3, la gestion du troisième axe du pan enlève cette difficulté. C'est-à-dire que cette espèce de micro-effet ressort latéral, une sorte de snake effect un petit peu, si tu veux, au niveau de la caméra, et ben, le fait de maintenir une technologie axiale enlève cette problématique. Ça t'enlève toute problématique de vent en extérieur. Le Volt t'aide déjà à ça. Le Volt, il va t'éviter que ta caméra elle parte en latéral ou qu'elle parte dans cet axe-là. Par contre, ce truc-là, il ne le gère pas. Non. Donc, si tu as un vent transversal violent, tu vas avancer. Donc, OK, ta bulle, elle va être bonne, sauf que c'est pareil. Tu vas avoir cette espèce de snake effect au cadre qui est hyper pénible et hyper complexe pour le coup à enlever. Donc ça démocratise un peu l'outil, mais pas tant que ça au final. Pas tant que ça. Par contre, ça va te donner un truc très vite et immédiat, c'est que ça va te libérer de l'espace dans ton cerveau pour gérer ce que tu as envie de gérer. C'est-à-dire que le côté artistique, en stead, tu l'as que si tu maîtrises toute la technique. Donc le fait d'avoir une technique plus facilement maîtrisée, ça te donne de l'espace pour gérer ça. De façon très simple, tu as un Volt, ta bulle elle est gérée. Tu n'as pas la tête dans ton moniteur à avoir ta bulle électronique en permanence pour voir si tu n'es pas en train de faire un truc qui ne va pas. Tu sais que c'est géré. Du coup, tu gères quoi ? Tu gères ton cadre. La bulle, tu la sors de ton esprit. Et donc, tout ce que tu as sorti, c'est de la place pour autre chose. Et c'est là où c'est intéressant. Alors là, je suis en train de travailler sur un proto où j'essaye de prendre le contre-pied de ça. C'est-à-dire que l'aide électronique, ça simplifie énormément de choses. Ça peut être une frustration pour l'opérateur. Voire, même si on est de plus en plus habitué à avoir des trucs qui sont hyper calibrés en termes de bulles, etc., entre les Ronin, les STED qui ont des aides électroniques, effectivement, notre cerveau s'habitue à quelque chose de très bullé. Mais on perd un peu le côté organique. Oui, exactement. C'est-à-dire que ce côté où, quand tu regardes un film avec Larry McConkie, quand on montre ça sur les workshops, on fait putain, la vache, la bulle là. Mais on s'en fout.
Ouais. C'est pas le problème. Le problème, c'est l'intention, c'est le cadre, c'est voilà. Et puis c'est dans le mouvement. Bah ok, t'as débulé parce que tu suis. Mais on s'en fout. C'est pas ça. L'important, C'est ce qu'on raconte et c'est ce qu'on comment raconte. Voilà. Et la caméra, ton mouvement caméra, qu'est-ce qu'il apporte dans l'histoire Ouais. que tu racontes. Et ce côté organique qui disparaît petit à petit, ça a tendance un peu à gonfler certains opérateurs qui disent ouais, ok, c'est bien, c'est facile, c'est machin, mais moi, voilà. Et puis des fois, tu as des réals aussi qui vont dire ok, c'est bien ton truc, mais je voudrais que, toi, je veux un lock-off, mais qui lock pas, tu vois. Ouais. Je veux un truc où je veux pouvoir recadrer un peu à l'intérieur, donner un peu de mouvement. Et ça, c'est compliqué. Donc là, Ouais. Et là, on en revient du coup à l'électronique qui vient te brider un peu, Et- de la nacelle par exemple. Alors, on n'en Tout est à pas fait. à ce point-là, mais voilà, t'es quand même bridé par l'électronique. c'est un peu le débat Ouais. du jour. Ouais. C'est un peu le débat du jour. Donc ouais, alors je sais pas si ça va vraiment marcher, on est en phase de test, mais je suis en train d'essayer, moi, d'intégrer avec mes copains de chez Cartoni, Ouais. la boucle est bouclée, d'intégrer de la technologie de tête fluide dans les gimbals. C'est-à-dire, en gros, faire l'inverse d'un volt Ouais. ou d'une nacelle. Un volt ou une nacelle, tu as une référence, il respecte cette référence. C'est encore plus vrai avec un wave. Un wave, il se met à la bulle, il se met à la bulle. Toi, ton slide, il est comme ça, le truc, il reste droit. Là, l'idée, elle est inverse, c'est d'intégrer des technologies fluides qui vont faire en sorte que tu choisis une position, ta propre référence, Ouais. qui va être bullée la plupart du temps, Mhm. et l'interaction du fluide avec les axes de mouvement vont rendre plus complexe le changement d'axe. Et si changement d'axe il y a, soit parce que le mouvement fait qu'à un moment donné, c'est plus parfaitement bullé, Mhm. le fait que ce soit amorti par la technologie fluide fait que, visuellement parlant, ça reste beau et ça a du sens. Bon, on en reparlera peut-être. Affaire à suivre. Voilà, mais, affaire à suivre, mais l'idée, c'est un peu de prendre le contre-pied de ça Ouais, aussi, ouais. tu vois. Mm. Voilà, donc... Et de garder du coup, enfin c'est full mécanique. c'est Ouais. c'est des modules fluides spécifiques pour le coup, parce qu'on Ouais. a essayé avec des modules fluides de tête, ça marchait pas du tout. Ouais. Donc on a dû faire des modules spécifiques. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air Ouais. pas mal. Il faut encore faire des tests, mais ouais. Mm. L'idée, c'est un peu de prendre le contre-pied de ça. Ouais. Bah, merci Régis pour ce temps passé ensemble. Merci à toi. Et puis je te dis à très bientôt. À très vite.